à tous. Alors, je vais vous présenter la partie anatomie de la formation Magic Pregnancy. Alors, pour commencer, cette partie anatomie, elle va être centrée sur le bassin et le petit bassin chez la femme. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que durant toute la vie d'une femme, que ce soit ses cycles menstruels, sa grossesse, différents traumas qu'elle peut avoir ou quoi, ces structures-là vont être impactées. Donc c'est important pour nous, avant de venir les repérer, de savoir sur quoi on pose les mains. Et pour ça, je vais vous montrer quelques repères, qu'ils soient osseux, musculaires, et après on ira voir aussi au niveau viscéral, un peu plus profond, ce qu'il se passe. Alors, on va commencer par les repères osseux. Donc, pourquoi les repères osseux en premier? Parce que les muscles du bassin, sur lesquels on travaille pendant le massage, s'attachent sur des os. Donc si on ne connaît pas les os, on ne peut pas connaître les muscles. On commence par les repères osseux. Le bassin, en réalité, c'est donc seulement le sacrum et les deux os iliaques que vous voyez ici. Sauf qu'en biomécanique, en fonctionnement du corps humain, on parle rarement de bassin, on parle de ce qu'on appelle le complexe lombo-pelvi-fémoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous bougez, il n'y a pas que ces deux pièces osseuses-là qui sont en rapport l'une avec l'autre, on va avoir également les lombaires et les articulations coxo-fémorales. Donc tout ça forme le bassin. On dit que le complexe lombo-pelvi-fémoral, c'est la 4e vertèbre lombaire, la 5e vertèbre lombaire, le sacrum, l'os iliaque, le coccyx et également l'articulation coxo-fémorale. Donc entre l'os coxal ici et donc l'os du fémur à ce niveau-là, ce qu'on appelle grossièrement la hanche. Alors, quels repères osseux on a sur le corps humain pour délimiter en fait ce complexe lombo-pelvi-fémoral? La première chose qu'on a, c'est donc les deux os iliaques qu'on voit ici. On va venir sur les côtés au niveau des flancs. Donc, pour rappel, quand je cherche quelque chose de osseux, il faut que mes mains ressentent une barrière rigide. Alors que quand je suis sur du viscéral ou du muscle, j'ai une barrière qui est plutôt souple et élastique. Donc là, je vais au niveau des flancs, je sens que c'est souple et élastique. Je descends, j'arrive au niveau de ma première barrière rigide, qui sont donc les deux os iliaques de chaque côté. Et je suis sur cette partie-là, ici, qu'on appelle donc la crête iliaque. C'est le premier repère, la crête iliaque. Mes deux crêtes iliaques. Je longe vers l'avant, je reviens ici, et là, je sens sous mes pouces deux protubérances qui sont ici, qu'on appelle les EIAS. Donc, je suis sur le côté os iliaque, à ce niveau-là, je longe vers l'avant, et là, je trouve mes EIAS. On les appelle comme ça parce que ce sont donc les épines iliaques, sur l'os iliaque, antéro, devant, et supérieure, vers le haut. Donc, il y a une épine iliaque antéro supérieure, et donc forcément, il y a une inférieure, ici. Donc, ce sont des repères osseux du bassin. Cette épine iliaque antéro-supérieure, qu'on va accentuer un peu sur le schéma ici, vous voyez, elle est là, il va y avoir un ligament qui va aller jusqu'au pubis, ici. C'est ce qu'on appelle le ligament inguinal. On peut avoir, par exemple, des gens qui ont des hernies inguinales. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, nous, on va suivre ce ligament inguinal. On va venir au niveau de l'EIAS, comme ça, et on va sentir une cordelette qui va se diriger vers le pubis. Donc je viens jusqu'ici, et j'arrive au niveau donc, des épines pubiennes, ici. Les épines pubiennes qui forment ensuite à L2 la symphyse pubienne. C'est la réunion des deux os iliaques antérieurement. Donc voilà, je peux venir palper ici grossièrement. Je repars sur les côtés, au niveau de mes crêtes iliaques, cette fois je descends. Et là, je vais trouver ce qu'on appelle donc le grand trochanter. Le grand trochanter, c'est cette partie osseuse ici, cette protubérance qu'on sent sur le côté de la cuisse, protubérance osseuse. C'est une partie importante parce qu'elle donne un lieu d'insertion à de nombreux muscles du bassin qu'on verra par la suite. Maintenant, on a fait les repères antérieurs, on va pouvoir faire les repères postérieurs. On a dit que le complexe lombo-pelvi-fémoral, il commençait au niveau de la 4e vertèbre lombaire. Comment on repère la 4e vertèbre lombaire?
On se met au niveau des deux crêtes iliaques, on trace une ligne avec les pouces et on arrive dessus. Et là, on sent l'épineuse. Donc, l'épineuse, c'est la protubérance de la vertèbre que j'ai postérieurement, que vous voyez, hop, juste ici. Donc là, on a l'épineuse. Vous voyez, je me mets sur mes deux crêtes iliaques comme ça, en repère, et j'arrive sur la quatrième vertèbre lombaire. Quatrième vertèbre lombaire, je descends une épineuse, cinquième vertèbre lombaire, et ensuite je descends encore et j'arrive sur le sacrum. Le sacrum, vous allez sentir une masse plutôt uniforme, mais toujours osseux et résistant à la pression. Surtout que, comme vous le voyez anatomiquement, le sacrum est plutôt bombé, alors que les vertèbres lombaires sont plutôt creusées. Donc c'est comme ça que je peux repérer la différence aussi. Quand j'appuie au niveau des lombaires, je sens que ça peut s'enfoncer. Quand j'appuie au niveau du sacrum, je sens que quelque chose me résiste. Au niveau du sacrum, je vais sentir au milieu une petite crête, qu'on appelle donc la crête sacrée. Parce que le sacrum, il faut savoir que, embryologiquement, durant la croissance, ce sont des vertèbres qui vont s'ossifier. Donc elles ont gardé ces épineuses, mais qui sont du coup collées, qui sont soudées, et donc on sent cette crête sacrée. De part et d'autre de la crête sacrée, je vais sentir sur le sacrum des petits trous, et ça c'est ce qu'on appelle donc les trous sacrés. Les trous sacrés, ils sont importants notamment en médecine traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de points ici du méridien de la vessie qui passent et qui sont très utiles dans tout ce qui est douleur de règles, douleur de petits bassins chez la femme. Donc les trous sacrés qui sont nombre de 4 qu'on peut venir compter. On continue au niveau du sacrum, on descend en bas et là on va sentir les angles inférieurs du sacrum. Donc là c'est ce que vous voyez ici. On imagine que c'est un carré. Ici on a les deux angles inférieurs. En dessous de cela, on va avoir le coccyx. On peut venir chercher le coccyx qui, chez la femme qui a accouché, une épisiotomie, ou alors même les séquelles de l'accouchement simplement, ce qui va faire une bascule lors du passage de la tête du bébé dans le bassin. On repart sur les côtés, toujours crête iliaque, et cette fois, en longeant mais postérieurement, on arrive au niveau de ce qu'on appelle l'EIPS, l'épine iliaque postéro-supérieure. Cette fois, on avait la antérieure, maintenant on a la postérieure. Et cette épine iliaque, elle nous donne le repère de l'articulation sacro-iliaque que vous voyez ici. Là, j'ai l'épine iliaque postéro-supérieure et juste derrière ici, je vais avoir l'articulation sacro-iliaque. Donc voilà, moi je suis juste ici et ça me permet de, aussi en venant appuyer comme ça, juger de la qualité, de l'élasticité de mon articulation sacro-iliaque. Je peux également la mobiliser, la faire bouger en venant ouvrir comme ça et également en venant fermer. Et là, je sens sous mes doigts justement cette épine iliaque qui s'écarte et qui revient. Côté, trouver de nouveau le grand trochanter, donc l'os du fémur. Et le dernier repère, il se trouve au niveau du pli fessier. Je me mets au milieu du pli fessier et avec mon doigt, je monte vers la tête. Et ici, je suis donc sur ce qu'on appelle l'ischion. L'ischion, c'est la partie inférieure du bassin, ici, que vous avez juste là. C'est celle sur lesquelles on s'assoit sur les ischions. Et il donne le lieu d'insertion au muscle donc ischio-jambier, ischio-jambe, juste ici. Et ils vont également délimiter le périnée. Entre les deux ischions, j'ai le périnée. On va passer maintenant aux repères musculaires du bassin, les repères postérieurs. Alors, le bassin donne lieu à énormément d'insertions musculaires. On va commencer par celles qui sont au niveau du dos. Donc, déjà, on va avoir donc la masse sacro-lombaire, c'est-à-dire en fait tous les muscles érecteurs du rachis. Ils sont au nombre de 3. On a le longissimus, le muscle épineux, le muscle iliocostal, mais on ne peut pas vraiment les différencier à la palpation. Ils forment une masse, qu'on appelle donc la masse sacro-lombaire, et qui viennent s'insérer comme ceci.
au niveau du sacrum et de l'articulation sacro-iliaque. On peut le voir, si on lui demande de lever les deux jambes vers le plafond, voilà, on voit ici donc saillir justement cette masse sacro-lombaire. Merci. Donc voilà, très important à détendre pour l'équilibre global du bassin. Également au niveau du dos, on va avoir le muscle carré des lombes. Le muscle carré des lombes, il s'insère donc de la crête iliaque ici, qu'on a repéré tout à l'heure, et de la 12e côte. La 12e côte, pour la repérer, pareil, je vais au niveau du flanc, et cette fois, au lieu de descendre, je vais monter, et le premier relief osseux que je vais sentir, ça va être la 12e côte. Donc là, entre la crête iliaque et la 12e côte, j'ai le muscle carré des lombes. Voilà. Carré des lombes, qui s'insère sur la 12e côte qu'on voit ici, sur toutes les vertèbres lombaires, plus sur la crête iliaque. La partie postérieure de la crête iliaque, exactement. On va avoir un muscle plutôt donc, qui va agir à distance, qui va être le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est le muscle qui forme le creux de l'aisselle, qu'on voit juste ici. Hop. Si on lui demande de ramener son coude vers son bassin, voilà, on voit le muscle qui saillit ici. Et en réalité, il prend son insertion de la crête iliaque, du sacrum, sur toutes les vertèbres lombaires jusqu'à la 7e vertèbre thoracique. Donc vous voyez, vous avez une grande nappe musculaire qui va venir jusque là. Donc c'est un muscle qui est plutôt fin, mais qui peut venir déstabiliser le bassin en cas de tension ou quoi, donc qui est toujours aussi à vérifier. Ça, c'était pour les muscles du dos qui ont un intérêt avec le bassin. Maintenant, on passe aux muscles fessiers. Donc, le muscle qui donne globalement le galbe de la fesse, c'est le muscle grand fessier. Donc, si on lui demande de pousser avec son pied vers le plafond, voilà, on le voit qui se contracte ici, tu peux relâcher. Le muscle grand fessier, il s'insère sur le sacrum, ici, et sur, là vous le voyez, la partie postérieure de l'aile iliaque, vraiment sur le plat de l'os iliaque, ici. Et il va aller rejoindre la partie postérieure du fémur. Donc on va vraiment avoir un muscle qui va venir faire comme ceci. C'est un muscle très puissant et qui est donc notamment le principal extenseur de hanche. On passe à la suite, on passe donc au muscle moyen fessier cette fois. Le moyen fessier, il est beaucoup plus latéral cette fois. Donc le muscle moyen fessier, il va venir au niveau de la crête et de l'aile iliaque sur la partie vraiment médiane et il va aller jusqu'au grand trochanter qu'on voit saillir ici. Donc là, pareil, si on lui demande de maintenir sa jambe comme ça, tu maintiens, voilà, c'est le muscle qui va se contracter juste ici. Pousse contre moi et tu peux relâcher. Donc voilà, un muscle vraiment sur le côté. Également au niveau du bassin, on va avoir des muscles plus profonds qui sont recouverts par le muscle grand fessier et par le muscle moyen fessier. Ce sont les muscles qu'on appelle pelvitrochantériens. Donc, les muscles pelvitrochantériens, ce sont en fait les muscles stabilisateurs du bassin. Ce sont un groupe de petits muscles qui vont aller pour la plupart soit du sacrum, soit de l'os iliaque, et ils vont traverser le bassin de l'intérieur pour aller au niveau du grand trochanter aussi. Notamment, le plus connu d'entre eux, c'est donc le muscle qu'on appelle piriforme. Souvent, on interprète aussi des douleurs à type de sciatique, de sciatalgie, à cause d'une contraction du piriforme. Donc, postérieurement, si on regarde le sacrum, comme ceci, avec donc l'os iliaque qui revient devant, à ce niveau-là, voilà, tac. Et donc la hanche ici. Notre muscle va faire comme ceci. Et à partir de la face antérieure du sacrum, passer derrière au niveau de la hanche. Donc là, vous voyez, on est vraiment
ici. Et comme je vous ai dit, c'est un muscle qui est recouvert au-dessus par le muscle grand fessier qui fait comme ceci. Et justement, hop, on a également donc les vertèbres lombaires au-dessus, qui avec les vertèbres sacrées vont former le nerf sciatique. Donc là, vous avez votre nerf sciatique, et le nerf sciatique va passer juste sous le piriforme. Donc c'est un point de conflit potentiel chez n'importe quel de vos clients. Pour tout ce qui est douleur dans la fesse, douleur dans la cuisse, on va souvent incriminer aussi ces muscles pelvitrochantériens qui vont venir irriter un peu ce nerf sciatique. Ces muscles pelvitrochantériens, ils font notamment de la rotation de hanche, rotation interne, rotation externe. On ne peut pas le voir à l'œil nu, c'est des muscles qui sont beaucoup trop profonds. Les derniers muscles face postérieure, ce sont les muscles ischio-jambiers. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ischion-jambe, donc sont les muscles qui rapprochent le talon de la fesse. Tu peux pousser avec ton talon vers ta fesse. Et voilà, on les voit saillir juste ici. Tu peux relâcher. Il y a 3 muscles différents. Ils vont tous les 3 partir au niveau de l'ischion. Et après, ils vont se diviser pour aller de part et d'autre du genou à la face postérieure du tibia. Au niveau de la face antérieure, on va avoir des muscles déjà qui vont s'insérer au niveau de l'arcade fémorale ici et du pubis. Ça va être les muscles abdominaux. Donc celui qu'on voit apparent, ici on le voit légèrement, c'est le muscle grand droit qui est le plus superficiel, mais on va avoir aussi profondément les muscles obliques, les muscles obliques internes, obliques externes et également le muscle transverse qui va venir créer cette ceinture abdominale. Donc très important de venir travailler aussi les densités au niveau de l'abdomen, de venir chercher les différentes tensions qu'on peut avoir, même superficielles, au niveau de l'abdomen. Plus profondément, devant, on va avoir le muscle psoas. Alors le muscle psoas, très important parce que en fait, il va venir passer dans cette arcade inguinale qu'on a vue juste ici. Donc le muscle psoas, il s'insère sur les 5 vertèbres lombaires. Hop là. Hop, jusqu'à aller à la face intérieure de la cuisse, face interne de cuisse, au niveau du petit trochanter. C'est le relief qu'on voit à ce niveau-là, qui n'est pas palpable directement, mais qu'on voit ici. Et donc, ce muscle psoas, là, que je vais... Hop, on va le faire en violet. Très bien. Ici. Comme vous le voyez, ça va être un muscle assez puissant, même très puissant. Lui, c'est le principal fléchisseur de hanche. Donc, il agit en mouvement, donc on dit antagoniste, contraire avec le muscle grand fessier qui, lui, est extenseur de hanche. Au niveau de l'arcade inguinale, on ne va pas avoir seulement le psoas, on va avoir également le nerf fémoral qui va passer. On va avoir également l'artère fémorale qui va passer ici et tout le paquet lymphatique également. On va avoir les ganglions inguinaux et les ganglions qu'on appelle donc fémoral externe. Donc on va avoir des ganglions au-dessus ici et en dessous. Donc toute cette zone à ce niveau-là est très importante à venir travailler, à venir détendre. Le psoas, comment on peut le repérer? On prend la ligne entre donc le IAS et le pubis et on va venir chercher
sur la partie externe des grands droits. Donc, on peut demander d'essayer de relever la tête. Voilà, là, on voit ces grands droits qui se contractent. Tu peux relâcher. Très bien. Donc, je vais à la partie externe ici. Et là, je vais aller vers le nombril, comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux lui demander de ramener son genou vers la tête et de relâcher. Et là, je sens sous mes doigts la corde qui saillit. Je sens le psoas qui se contracte ici. Et donc là, c'est un moyen aussi d'aller évaluer chez la personne s'il y a une tension au niveau du psoas et s'il faut venir masser, étirer, etc. Maintenant, on va parler donc du système nerveux. Très important. Le système nerveux, donc, c'est la commande que le cerveau a pour faire fonctionner les différentes parties du corps. Sauf que, comme vous l'avez remarqué, il y a des systèmes nerveux qu'on appelle autonomes et volontaires. Volontaire, c'est mon bras, je choisis de contracter mon biceps, je peux le faire, mais choisir les battements de mon cœur, je ne peux pas le faire. C'est mon système nerveux autonome involontaire. Et les organes, au niveau du petit bassin, fonctionnent aussi avec donc, ce système nerveux involontaire. Ce système nerveux autonome, il est divisé en deux parties. La première, c'est la partie qu'on appelle orthosympathique. On la simplifie en général par ce symbole. Le système orthosympathique, c'est le système de stress. C'est, si on remonte à des époques antérieures, quand vous étiez chassé dans la savane par un lion, il fallait que votre système de stress prenne le dessus. Donc, c'est-à-dire avoir plus de battements cardiaques, avoir plus de sang au niveau des muscles, plus de sang au niveau du cerveau pour pouvoir répondre au danger. Logique, il fallait qu'on survive. Donc, on avait ce système de stress pour nous aider. Et, à contrario, on avait aussi donc le système qu'on appelle parasympathique, qui lui était un système donc, qui est un système de repos. C'est le système qui favorise la digestion, qui favorise la fertilité, qui favorise la régénération, qui favorise le sommeil. Et la vie de l'être humain doit être normalement contrebalancée par ces deux systèmes. C'est normal la journée d'avoir des pics orthosympathiques, des pics où on va avoir une activité forte, mais il faut savoir contrebalancer. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur de contrebalancer parce que à l'époque, on va dire que ce système ortho est fait pour avoir des longues phases, des phases courtes. On a un danger qui est très court, on y échappe, hop, on peut retourner en parasympathique. Maintenant, aujourd'hui, souvent, on a ce qu'on appelle donc le stress chronique, ce qui fait que cet état orthosympathique, cet état d'alerte, en fait, va rester à faible dose, mais toujours à un seuil un peu supérieur. Et on va faire le lien avec ce qu'on a au niveau de notre viscéral. Donc, le système orthosympathique, à savoir, il vient des nerfs uniquement de la colonne dorsale. Alors que le système parasympathique, il vient du sacrum et du crâne avec le nerf vague. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le nerf vague, le nerf numéro 10, c'est le grand nerf parasympathique qui va venir contrebalancer en fait l'orthosympathique de la colonne dorsale. Et quand vous avez des plexus solaires par exemple, c'est qu'en fait vous avez les deux qui sont réunis, ortho et para. Alors, comment ça se traduit pour les ovaires et l'utérus? Eh bien, c'est simple. Au niveau du sacrum, comme on l'a dit, il y a du parasympathique, essentiellement. Donc, le fait de mettre une main sous les fesses comme ça au niveau du sacrum, déjà, c'est des choses qui peuvent rassurer, qui peuvent apaiser ce système nerveux. Donc ça, hop, c'est parasympathique. Je vais dessiner ici un utérus en petit. Hop. Voilà. Et le côté orthosympathique pour l'utérus va venir de la colonne dorsale des vertèbres 10 à 12. Donc T10, T11 et T12. Et là, ici, on va avoir le côté orthosympathique. Pour ce qui est de l'ovaire, on va avoir l'orthosympathique qui va cheminer, pareil, le long de ce ligament
lombo-ovarien, ici, côté orthosympathique. Donc, pour l'ovaire, de la même manière, on va avoir le système orthosympathique et parasympathique qui vont agir. Donc, le côté orthosympathique excitateur est au niveau du ligament lombo-ovarien juste ici, donc qui part de la première vertèbre lombaire. Et de la même manière, au niveau du sacrum, il va recevoir des nerfs plutôt parasympathiques. Donc, on rappelle ces deux systèmes, un système de stress, un système de repos. Les organes en interne ont besoin d'être plus en parasympathique pour venir effectuer leurs fonctions de manière optimale. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, cette zone qu'on appelle dorso-lombaire, donc à la jonction entre les dorsales et les lombaires, elle va être super importante parce que si jamais vous allez sentir des tensions, que ce soit musculaires, articulaires, en fait, c'est-à-dire que ici, on va avoir une suractivité du système orthosympathique et qui peut se répercuter sur la fonction des organes. Donc, c'est important de venir travailler ces zones-là, venir les relâcher pour ne pas en fait trop exciter le système orthosympathique. On va venir réguler un peu les fonctions du corps comme ça. Voilà pour la partie anatomie et je vous retrouve pour le cycle menstruel juste après. Pour finir sur l'anatomie, on va parler de l'innervation. Quelles sont les parties du corps qui vont donner les nerfs à ces différents organes? Donc, pour l'utérus, majoritairement, on va avoir ce qu'on appelle le plexus hypogastrique. Donc, le plexus hypogastrique, c'est tous les nerfs au niveau du sacrum, ici, qui vont se réunir, former un plexus et aller innerver l'utérus. Hop, ils vont aller là-bas. Donc, majoritairement, ça fonctionne comme ça. Rebonjour à tous. On avait vu ensemble l'anatomie du petit bassin. Maintenant, on va voir la physiologie et donc la physiologie du cycle menstruel. Alors, le cycle hormonal ou cycle menstruel chez la femme, il a pour but la rencontre de ce qu'on appelle donc l'ovocyte, qui va devenir l'ovule par la suite, avec le spermatozoïde pour qu'il y ait fécondation, qu'il y ait ensuite nidation et grossesse. C'est le but qu'il y a chaque mois à ce cycle hormonal. On va voir ensemble comment il se déroule. Donc, ce cycle hormonal, il va commencer à J0, on appelle le premier jour, qui est caractérisé par en fait les menstruations. Les menstruations qui sont donc la fin du cycle précédent. C'est comme ça qu'on reconnaît le J0 chez une femme. Donc là, J0, hop, menstruation ici. À ce moment-là, les taux hormonaux de la femme sont au plus bas et donc elle va devoir reconstruire durant ce mois-ci toutes les conditions, on va dire, propices à la grossesse. Par quoi ça commence? Ça commence par recruter ce qu'on appelle un follicule au sein de l'ovaire. Donc le follicule, qu'est-ce que c'est? C'est un amas de cellules qui va devenir ensuite ovocyte, donc un amas de cellules reproductrices. Et chaque mois, une de ces cellules va être plus fortement stimulée, plutôt même sensible en fait, à certaines hormones et va être recrutée. Ça va se passer soit dans l'ovaire droit, soit dans l'ovaire gauche, ça dépend des mois, ce n'est pas forcément alterné, c'est un peu le hasard, c'est le follicule qui est le plus sensible qui va être recruté et donc les femmes peuvent sentir en général si elles ovulent à droite ou à gauche. Surtout dans les syndromes de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, où elles sentent vraiment, lors de leur phase ovulatoire, des sensations au niveau du petit bassin. Alors, ce cycle hormonal, il se déroule normalement on dit 3 phases, moi j'ai décomposé en 5. Il y a une phase folliculaire avec une partie 1 et 2, une phase péri-ovulatoire, une phase lutéale et enfin une phase menstruelle. Donc on va commencer par la phase folliculaire.
le but de la phase folliculaire, c'est donc de recruter premièrement ce follicule. C'est-à-dire qu'il y a un stock au niveau des ovaires et le cerveau, grâce à partir d'une glande qu'on appelle l'hypophyse, qui est juste ici, donc va sécréter une hormone qu'on appelle la FSH. Hormone folliculo-stimulante, en français. Donc, c'est là où je vous disais qu'un des follicules dans les ovaires va être plus sensible et va donc être recruté. On dit que chaque mois, un follicule est recruté. Donc, le fait qu'il soit recruté va lui permettre en fait de maturer. Donc, on va avoir ici, hop, notre follicule, comme ceci, avec au milieu en général, enfin au milieu il y a aussi un ovocyte. Donc l'ovocyte c'est la cellule vraiment reproductrice et elle est entourée en fait de follicules. Donc grâce à la FSH, il va voir sa croissance augmenter de manière exponentielle. Et lui-même en fait va produire des œstrogènes. Hop. Donc au niveau des taux sanguins de la patiente, en début de phase folliculaire, elle a des taux très bas d'œstrogènes qui remontent progressivement. À savoir que le follicule, il va aussi bénéficier de sa production d'œstrogènes pour grandir lui-même. Donc, le cycle avance, tout ça commence, le follicule commence à prendre une taille vraiment importante. Il commence à produire beaucoup d'œstrogènes et on va arriver donc dans la phase folliculaire, donc dans la deuxième partie de la phase folliculaire, à savoir dans la première partie, donc quand la femme a eu ses menstruations, son tempérament est plutôt calme, son métabolisme est plutôt bas et elle recherche plutôt des activités de faible intensité. Durant la seconde partie de la phase folliculaire, donc, le taux d'œstrogène augmente. Il augmente d'une manière assez importante. Hop. Ainsi que, donc, on va avoir hop, la taille du follicule aussi va augmenter de manière importante, comme ceci. Toujours au sein de l'ovaire, là j'ai dessiné ici, mais on est toujours au sein de l'ovaire. Et la production d'œstrogène par ce même follicule est tellement importante que, au niveau du cerveau, ça va stimuler une nouvelle hormone qu'on appelle l'hormone lutéinisante, donc l'hormone LH. On va y revenir juste après, on garde ça en tête. Cette hormone, elle va avoir un impact sur l'ovulation notamment. Alors, les œstrogènes, ils n'ont pas que comme fonction d'activer le follicule, etc. Ils ont également un retentissement sur tout le reste du corps de la femme. Ils sont notamment donc, ils participent à la synthèse de dopamine, la dopamine qui est un neuroexcitateur. Donc c'est une phase du cycle où on va retrouver une femme qui va être assez concentrée, qui va être confiante, qui va avoir par exemple plein d'idées de projets, de créativité ou quoi. C'est en général ce qui se passe au début du cycle menstruel. Également, les œstrogènes interviennent aussi dans la libido et tout ce qui est motivation. Également, les œstrogènes permettent de mieux consommer les glucides. Donc, plus une femme va avoir d'œstrogènes, plus elle va aimer, par exemple, les exercices de haute intensité. Exemple du HIIT, par exemple, qui en fait lui demande de consommer ses glucides rapidement. Les œstrogènes vont être plutôt favorables à ça. Donc, on revient au niveau du schéma. Le follicule grossit, il produit beaucoup d'œstrogènes et il stimule l'hormone lutéinisante. Et là, on va arriver donc dans la phase péri-ovulatoire. Comme vous le voyez, je ne me suis pas attardé sur l'anatomie du follicule, mais là, on voit qu'il y a une petite poche qui s'est créée. Ça s'appelle l'antrome. Voilà, son nom, c'est l'antrome. Et en fait,
la LH, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que lorsque le taux d'œstrogène arrive à son maximum, la LH est déclenchée aussi, on a un pic de LH, et ce pic de LH va en fait faire éclater ce follicule, ce qui va libérer l'ovocyte vers les trompes. Ici. Donc là, tac, vraiment comme un ballon qui se serait percé, quoi. Voilà, c'est ça que permet la LH. Et c'est ça qu'on appelle le moment de l'ovulation. Mais également, l'hormone lutéinisante, la LH, elle permet à la femme de synthétiser de la testostérone. Alors, elle n'en synthétise pas autant qu'un homme, elle en synthétise environ 20 fois moins, mais c'est ce qui va lui donner aussi donc, de la force, de la libido. Et en général, donc, cette phase périovulatoire, c'est un moment où la femme se sent assez puissante, combative, qui va manifester beaucoup d'assurance et où elle va même comment dire, être sujette à des prises de risques ou à même du dépassement de soi. C'est une phase normalement dans le cycle féminin qui est très importante, c'est là où elle se sent au mieux, c'est la phase péri-ovulatoire. Pourquoi la LH s'appelle l'hormone lutéinisante? Lutéin, c'est la racine en latin qui veut dire jaunir. Pourquoi jaunir? Parce qu'en fait, on a dit que le follicule était libéré vers les trompes, mais que l'ovocyte qui est ici était libéré vers les trompes, donc il va venir cheminer vers l'utérus comme ceci. Mais que va advenir du reste des follicules? Eh bien, ils vont constituer ce qu'on appelle le corps jaune. Donc le corps jaune, lui, sa mission, normalement, c'est d'accueillir l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde. Et pour ça, il produit l'hormone qu'on appelle la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone entre guillemets qu'on appelle cocooning en général, qui va favoriser toutes les fonctions plutôt de repos, de régénération, etc. Chez la femme. Donc là, vous voyez, déjà avant cette ovulation, on était sur une mentalité de la femme plutôt très dynamique avec les oestrogènes, etc. Maintenant qu'on passe la phase ovulatoire, on arrive sur une sécrétion donc, de progestérone, qui est l'hormone de la nidation. Et donc là, on n'est plus sur quelque chose de l'ordre de la sérotonine, donc plutôt du lâcher-prise, de la sérénité, du recul aussi, la prise de recul, de concrétisation des choses. Et la progestérone a également un effet anxiolytique. Donc, si on devait dessiner un schéma, ben notre progestérone, je vais faire en rouge comme ça, au niveau du cycle, donc elle est toujours... Ah, on me dit que j'ai plus de rouge dans l'oreillette. Donc, elle est très basse comme ça, et hop, elle augmente, elle, juste après l'ovulation, donc à l'apparition du corps jaune. Donc là, tac, et les œstrogènes diminuent progressivement. Voilà. Hop. Et donc, la progestérone, elle a l'effet, on va dire, quasiment inverse des œstrogènes. On a vu que les œstrogènes, ils favorisaient le métabolisme qu'on appelle glucidique, donc la consommation des sucres rapides, donc les efforts intensifs plutôt en général. Alors que la progestérone, elle favorise plutôt le métabolisme qu'on appelle lipidique, donc plutôt des graisses. Donc c'est-à-dire qu'en deuxième partie de cycle, ce qui est plus avantageux pour une femme, c'est plutôt des exercices avec moins d'intensité, mais plutôt sur une longue durée. Sa physiologie lui permet plus de venir faire ce genre d'exercice. Donc comme je vous avais dit, on arrive là donc en phase lutéale, grâce à l'hormone LH. Et donc la phase lutéale, c'est une phase plutôt de sérénité, de calme, de recul, d'organisation, de concrétisation. Hop là. Une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est de l'endomètre. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a vu que l'endomètre, c'était la couche muqueuse au sein de l'utérus. Ici. Et bien en fait, les œstrogènes et la progestérone ont un rôle sur cet endomètre.
les œstrogènes vont favoriser la croissance de l'endomètre, la multiplication des cellules, alors que la progestérone, elle, va plutôt favoriser la réduction simplement de l'endomètre. On arrive donc dans la dernière phase du cycle menstruel, qui est donc la phase menstruelle. Donc là, on était à J0 le début, ensuite, grossièrement, on va dire environ J14 l'ovulation. Donc c'est des chiffres vraiment très globaux, hein, ça dépend de chaque femme. Et là, on arrive à la phase menstruelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase menstruelle? C'est qu'en fait, toutes les hormones vont décliner, puisqu'il normalement, donc, là, on prend l'exemple où il n'y a pas eu de fécondation. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune va venir se dégrader progressivement, et donc, le taux de progestérone qu'il produisait, pareil, va s'effondrer progressivement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en fait, le taux d'œstrogène et de progestérone vont tous les deux chuter. Sauf que le taux de progestérone va chuter légèrement plus rapidement que le taux d'œstrogène. Donc la femme va se retrouver en ce qu'on appelle en hyperœstrogénie. Elle va avoir plus d'œstrogène de manière relative. Sauf que elle passe d'une phase plutôt œstrogénique, une phase plutôt progestative, on va dire, et ensuite, donc, elle retrouve une légère phase œstrogénique. Et c'est cette phase qui peut, cette alternance d'hormones, qui peut donner les symptômes, ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels, par exemple, avec, on va avoir beaucoup de symptômes plutôt émotionnels, avec de l'irritabilité, des choses comme ça. Et tout ça peut être lié justement à ce changement hormonal qu'on a à la fin du cycle. Et donc, étant donné que nos deux hormones chutent, eh bien en fait, il n'y a plus de maintien de la muqueuse de l'endomètre, il n'y a plus de raison de maintenir cette muqueuse qui était là au début pour la nidation de l'ovule. Donc alors cette muqueuse se desquame et c'est ce qu'on appelle donc les règles, les menstruations, et on revient à J0. Étant donné que le follicule que l'ovocyte a été libéré, et bien il faut en sécréter un nouveau. Et donc là, de nouveau, FSH qui va solliciter un follicule, qui va se développer, etc., etc. Donc voilà, juste pour finir sur la phase menstruelle, donc c'est le moment où la femme est plutôt émotive, sensible, avec un métabolisme qui va être plutôt bas. Mais cependant, des études ont montré que le sport à faible intensité améliore les symptômes de fin de cycle menstruel, tout ce qui peut être donc syndrome prémenstruel, etc. Donc une petite activité physique est quand même bien indiquée. Voilà pour le cycle menstruel de la femme. J'espère que ça va vous aider et on se retrouve juste après pour l'endométriose. Alors, on se retrouve pour la suite sur cette fois l'endométriose. On a vu ensemble comment fonctionnait le cycle menstruel et on va voir maintenant, surtout avec cette pathologie-là, comment il peut influencer les douleurs chez la femme réglée. Donc, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle donc grossièrement la présence en fait de tissu endométrial ou endométriosique. Donc le tissu, mon rouge ne marche pas, on me l'avait dit déjà. Hop. Donc de tissu de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus. Alors, comment ça se passe? Quelle est la physiopathologie? Il n'y a pas de physiopathologie bien établie encore aujourd'hui pour l'endométriose. Cependant, il y a deux théories et la troisième qui mixe les deux précédentes. La première théorie, c'est ce qu'on appelle les menstruations rétrogrades. Il faut savoir que quand une femme a ses règles, la majorité de l'écoulement de l'endomètre se fait par le vagin. Cependant, il y a également une partie qui va sortir au niveau des trompes. Donc on va retrouver des cellules endométriales
au niveau des trompes, au niveau de la cavité abdominale, mais c'est quelque chose de physiologique. Ça arrive chez toutes les femmes. On va dire qu'à chaque fois, cette phase menstruelle, elle est légèrement inflammatoire. Sauf que le problème dans l'endométriose, c'est et le nombre, et la récurrence et l'inflammation. La deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la métaplasie. La métaplasie, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce seraient des cellules indifférenciées, donc des cellules très jeunes, on va dire, grossièrement, qui en fait, au lieu de devenir des cellules, par exemple, de l'intestin, des cellules du péritoine ou quoi, en fait, vont devenir ailleurs dans le corps des cellules qu'on appelle donc endométriosiques, qui ressemblent à des cellules de l'endomètre. Sous influence hormonale, ces cellules se transformeraient en cellules semblables à celles de l'endomètre. Voilà. Ça, c'est les deux théories qui existent. Et donc la troisième, c'est la théorie mixte, comme quoi les deux seraient possibles. Sauf que, qu'est-ce qui ne va pas dans cette configuration? C'est qu'en fait, on a vu ensemble que lors du cycle menstruel, les œstrogènes favorisaient la prolifération de l'endomètre. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi dans l'endométriose. Lors de la phase œstrogénique, la phase plutôt folliculaire, on a une prolifération de l'endomètre. Sauf que, arrivé en fin de phase lutéale, en phase menstruelle, on est censé avoir une élimination quasiment mécanique par le vagin, par écoulement de cette muqueuse. Et en fait, ce n'est pas ce qui va se passer lors de l'endométriose, c'est qu'en fait, forcément, les cellules au niveau du péritoine sont piégées et en fait, elles ne peuvent pas se desquamer, donc elles vont être détruites par l'organisme et ça va créer une inflammation. Donc les douleurs de l'endométriose sont liées en quasi-totalité en fait, à l'inflammation générée par ces cellules qui ne peuvent pas être éliminées du fait de l'endroit où elles sont. Donc là, ici, on va avoir de l'inflammation un peu partout. Les douleurs de l'endométriose sont liées donc à l'inflammation de ces cellules qui n'arrivent pas à être évacuées par le corps. Ces douleurs ne sont pas proportionnelles à la taille des cellules, mais plutôt à leur localisation. Le nom de la localisation des cellules aussi change le nom un peu de la pathologie, on va le voir. Par exemple, parfois, on va avoir des cellules de l'endomètre qui vont aller dans le myomètre, dans le muscle utérin, qui vont se confondre. Et on va appeler ça de l'adénomyose. À savoir que l'adénomyose, ça touche environ 70% des femmes atteintes d'endométriose. L'adénomyose, on peut dire que c'est une des formes d'endométriose. Et c'est très courant chez la femme de plus de 40 ans parce que lors des grossesses et de l'accouchement, cette jonction entre la muqueuse et la couche musculeuse de l'utérus devient un peu plus fragile. Ensuite, on trouve également au niveau des ovaires. Donc des ovaires, ça va former comme des petits kystes au sein de l'ovaire et on appelle ça de l'endométriome. C'est une autre forme donc d'endométriose. Et ça touche environ 50% des femmes atteintes d'endométriose. Et enfin, une autre partie qui est souvent touchée, c'est ce qu'on appelle le ligament utérosacré. Donc là, comme vous le voyez, c'est comme si j'avais coupé le bassin en deux comme ceci et qu'on pouvait voir. Donc là, devant, j'ai la symphyse pubienne ici. Tac. Ensuite, j'ai la vessie, l'utérus, le rectum et le sacrum. Et donc, il y a un grand ligament qui part de l'utérus et qui va jusqu'au sacrum, qu'on appelle le ligament utérosacré. Étant donné que le ligament utérosacré est juste en projection des trompes utérines derrière, c'est souvent ici qu'on va retrouver des lésions endométriales. Et donc, ça touche environ 50 à 70% des femmes. Après, à cause de la circulation qui est au niveau de l'abdomen, on peut retrouver ces cellules, que ce soit au niveau de l'intestin, au niveau du diaphragme, on en a retrouvé jusque dans l'épaule, jusque dans le cerveau. Toujours à mettre en lien aussi avec la théorie de la métaplasie qui fait que des cellules pourraient se transformer sous influence hormonale.
Et donc, les symptômes, en fait, sont extrêmement variables en fonction de l'endroit où la lésion se trouve. Le plus généralement, on va retrouver des douleurs de règles. Peu importe, en général, c'est surtout lié à donc, de l'adénomiose au niveau du myomètre. Donc, douleurs de règles, on va avoir aussi des douleurs au rapport, qu'on appelle des dyspareunies. Douleurs au rapport, c'est essentiellement quand on a de l'endométriose au niveau du ligament utérosacré. On va aussi avoir des douleurs au niveau de la vessie. On peut avoir des lésions au niveau de la vessie, on peut avoir des cellules qui sont par ici. Lors du passage de la vessie pleine à la vessie vide, par exemple. On peut aussi avoir des douleurs au niveau du rectum, des douleurs au passage des selles. On peut avoir également des douleurs au niveau de l'ovulation. Vous vous rappelez, lors du cycle menstruel, la phase ovulatoire, et le follicule grandit et donc, par effet, on va dire un peu mécanique, avec ce kyste qui est présent, ce kyste qu'on appelle donc de l'endométriome, on peut avoir des douleurs également en regard des ovaires. Et bien sûr, tout ceci engendre donc des douleurs chroniques, puisque c'est à chaque cycle, et cela engendre donc, favorise les facteurs donc, de fatigue, d'anxiété et de dépression. Et souvent aussi, on va avoir de l'anémie parce que l'adénomiose entraîne des règles plutôt abondantes, donc une perte de sang abondante, donc une perte de fer également, et ce qui aussi entraîne la fatigue. Donc comme je vous l'ai dit, les causes de l'endométriose sont assez mal connues, cependant on connaît certains facteurs de risque. Il y a déjà un des premiers facteurs, c'est des règles abondantes dès l'adolescence. Il y a aussi les grossesses. Plus il y a de grossesses, plus il y a d'adénomiose potentielle. Il y a également l'alcool. On ne sait pas par quoi est causée cette pathologie exactement, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque. Le premier, c'est donc le fait d'avoir eu des règles abondantes durant l'adolescence. On sait également que les grossesses multiplient le risque d'adénomiose. L'alcool également est un facteur favorisant du développement de l'endométriose. On a aussi remarqué que souvent les femmes atteintes d'endométriose étaient corrélées avec un manque de sommeil important. Et également, une autre corrélation, c'est toute violence qui a pu être subie durant l'enfance ou l'adolescence, que ce soit des violences physiques ou des violences sexuelles. En général, les victimes se retrouvent avec de l'endométriose arrivée à l'âge adulte. Et également, on sait que la génétique joue, mais au-delà de la génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est donc grossièrement celle sur laquelle notre environnement a de l'influence. Donc ça va être l'alimentation et le stress. Fait important à rappeler, c'est que les cellules endométriosiques sont sous dépendance hormonale. Elles augmentent en phase folliculaire à cause des œstrogènes et elles ont tendance à diminuer en phase lutéale grâce à la progestérone. Cependant, comme on l'a dit, donc, leur desquamation est impossible du fait qu'elle soit piégée et elle déclenche une inflammation. L'inflammation n'est pas la phase terminale de, on va dire, l'endométriose, dans le sens où, une fois qu'on a eu une inflammation à un endroit X, eh bien en fait, le corps doit reconstruire. Et quand il reconstruit, en général, il utilise un tissu qui est plus solide que le tissu originel, ce qu'on appelle une fibrose, donc comme une cicatrice. Et donc, chez les femmes atteintes d'endométriose, après plusieurs années de crise, l'élasticité au niveau du petit bassin s'en retrouve touchée à cause justement de ces fibroses multiples qu'on va retrouver. On va maintenant passer à quelques conseils qu'on peut donner aux patientes. Comment faire pour limiter un peu cette prolifération en fait, de cellules endométriales. La première chose, c'est de limiter les perturbateurs endocriniens. Pourquoi les perturbateurs endocriniens? Parce qu'on dit qu'ils sont œstrogénomimétiques. C'est-à-dire que même si ce ne sont pas des vrais œstrogènes, ils vont stimuler les récepteurs aux œstrogènes au niveau des cellules endométriosiques. Donc, comme perturbateurs, on retrouve le phtalate, le bisphénol, les dioxines, les pesticides, donc tout un tas de perturbateurs que vous pouvez étudier de votre côté. Moi, je vais vous dire où on les retrouve particulièrement. Donc, en premier, c'est dans l'alimentation. Donc,
avoir de l'endométriose, ça demande un peu de moyens, parce que le mieux, donc, c'est d'acheter surtout des fruits et légumes issus d'agriculture biologique, qui ont été le moins traités possible, et évidemment, de bien les laver et de les manger sans la peau. C'est la première chose à faire. Ensuite, il y a également la consommation de petits poissons. Pourquoi de petits poissons? Parce que la mer aujourd'hui est infestée de métaux lourds et les gros poissons, donc déjà, ingèrent des métaux lourds, mais en plus, ils mangent beaucoup de petits poissons qui eux-mêmes mangent des métaux lourds. Donc ça fait que quand vous mangez un gros poisson, il a déjà mangé plein de métaux lourds à cause de la chaîne alimentaire. Donc manger des petits poissons limite l'ingestion de métaux lourds qui sont aussi donc, des perturbateurs endocriniens. Donc c'est tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, etc. Également, il y a dans les perturbateurs endocriniens l'eau du robinet. Malgré toute la bonne volonté des structures qui existent pour filtrer l'eau du robinet, malheureusement, on retrouve toujours dedans des résidus de médicaments et des perturbateurs en tout genre. Donc, le mieux, ce ne serait pas la bouteille en plastique, parce que la bouteille en plastique, forcément, il y a du plastique, donc aussi des perturbateurs, c'est d'acheter donc ce qu'on appelle un filtre à pesanteur pour filtrer l'eau du robinet une deuxième fois. Ensuite, il y a au niveau donc des vêtements, parce que la peau est une barrière aussi semi-poreuse qui laisse passer les molécules. Donc, tout ce qui est vêtements à base de polyester, à base de plastique, sont également mauvais. On privilégie des vêtements en coton ou en lin. Et enfin, dernier conseil par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qui va être contenant alimentaire. Donc bien sûr, on évite surtout de faire chauffer tout ce qui est plastique au micro-ondes, donc tout ce qui est Tupperware, gamelle, etc. Lors de la chaleur émise par le micro-ondes, en fait, ces molécules se retrouvent plus volatiles et vont venir directement dans les aliments. Donc on évite ça. À savoir que des études ont vraiment démontré que l'exposition aux perturbateurs endocriniens augmentait les douleurs liées à l'endométriose. Voilà pour la partie sur les perturbateurs. Il y a autre chose qui favorise aussi la diminution des douleurs de l'endométriose, ce sont les crucifères. Alors, les crucifères, c'est quoi? C'est tout ce qui est choux, radis, roquettes, navets. C'est toute une famille de fleges que vous pouvez retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos œstrogènes, une fois qu'ils ont été consommés, on va dire, eh bien en fait, ils doivent être dégradés par le corps. Donc mon œstrogène a eu son effet sur la petite cellule endométriosique et il va rejoindre directement, hop, le foie. Dans le foie, il va être transformé. On va le faire comme ça, hop, pour arriver au niveau, hop, de la vésicule biliaire et ensuite arriver, tac, dans l'intestin pour poursuivre par le côlon et être éliminé dans les selles. Grossièrement, c'est comme ça que ça se passe. Donc à chaque étape, l'œstrogène est transformé. Une première fois dans le foie et une deuxième fois au niveau de l'intestin. Sauf que au niveau de l'intestin, on a ce qu'on appelle donc le microbiote, qui constitue donc toutes entre guillemets, les bonnes bactéries qui nous aident à digérer. Sauf que certaines sont un peu moins bonnes que d'autres. Et donc, ces bactéries, ce qu'elles font, c'est que l'œstrogène transformé par le foie, elle le détransforme, ce qui le fait revenir dans le sang. Donc, c'est-à-dire que vous avez un débris d'œstrogène qui va revenir dans le sang et qui en fait va garder encore des propriétés excitatrices. L'avantage des crucifères, c'est que justement, ils éliminent ce processus et ils favorisent en plus le travail du foie pour digérer en fait les œstrogènes. Grossièrement, c'est comme ça que ça se passe. Crucifères à manger cru, pas cuit. Si vous les mangez cuits, ils perdent de leurs enzymes qui sont capables de faire ça. Donc c'est aussi ce qu'on peut conseiller aux patientes atteintes d'endométriose, c'est de bien faire attention à leur microbiote intestinal, donc avec des conseils en probiotiques,
avec bien sûr un professionnel qui est agréé dedans et qui sait de quoi il parle. Pour avoir une flore intestinale du mieux possible, parce que la flore intestinale aujourd'hui est aussi une très grande source d'inflammation. Et l'inflammation augmente la synthèse d'œstrogènes et diminue ce qu'on appelle l'imprégnation à la progestérone. L'imprégnation, c'est en fait la sensibilité que les cellules vont avoir vis-à-vis de la progestérone. Donc c'est exactement l'inverse que nous on veut dans l'endométriose. On veut moins d'œstrogènes, plus de progestérone. Donc avoir une flore bactérienne de bonne qualité pour limiter l'inflammation, c'est extrêmement important pour les femmes atteintes d'endométriose. Également, ce qu'on peut leur conseiller, ce sont des choses comme du curcuma ou du thé vert. Thé vert à distance des repas parce que le thé vert diminue l'absorption du fer. Voilà. C'est tout pour l'endométriose et on se retrouve maintenant pour parler de la grossesse. On passe maintenant à la grossesse. On va parler des modifications qu'on observe chez la femme qu'on appelle gravidique, donc qui est en période de grossesse, et également des différents risques, pathologies qu'on peut retrouver chez la femme enceinte et auxquels il faut